Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Deneau. Vous avez choisi donc de faire votre doctorat sur l'œuvre de Simmel. Qu'est-ce qui a particulièrement attiré votre attention dans l'œuvre de ce personnage-là? C'est une question, même a posteriori, existentielle. C'est d'ailleurs l'œuvre de Georg Simmel, Philosophie de l'argent, 600 pages de plaisir sur l'argent. Et ça m'a tellement happé que j'en suis resté là. J'ai oublié de commencer. Bon. Et il y a deux choses qui sont intéressantes et qui sont même captivantes, pas seulement intéressantes, c'est ce qui fait qu'on consacre des années de sa vie à un auteur, à une œuvre. Hein, quand on regarde, je dis regarde avant même de lire Philosophie de l'argent, c'est déjà le titre qui a quelque chose d'insolite, hein, et de bizarre, pour ne pas dire irrecevable. En quoi il peut y avoir, en quoi ces mots-là, qui sont de prime abord tout à fait édifiants d'une part et presque vulgaires de l'autre, peuvent de pair comme ça aller ensemble sans plus d'explication, parce qu'il n'y a même pas de sous-titre. Hein, il n'y a pas de note de bas de page, il n'y a pas vraiment un appareil théorique d'emblée qui est donné, qui est clair. Donc on a une philosophie de l'argent. Bon. Cela tout de suite me semblait d'abord ironique, j'ai compris que ça l'était beaucoup moins qu'on puisse penser, mais ça l'est sûrement un peu parce que Simmel a de l'humour, mais je vais y revenir. Et l'autre point qu'on constate dès qu'on lit l'introduction du livre, c'est qu'on comprend que Simmel a une approche à tout le moins libre, mais surtout interdisciplinaire de la question qu'il traite dans ce livre d'une manière générale, hein, interdisciplinaire, et qu'il est vraiment, lui, interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il est intrinsèquement interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il ne milite pas pour une interdisciplinarité qui supposerait qu'on mette autour d'une table un sociologue, un juriste, un économiste, un psychologue, je ne sais pas, puis qu'on s'écharpe sur un certain nombre de concepts, qu'on s'entende sur un certain nombre de choses, après que ça, chacun retourne dans son champ. Non, il intègre les disciplines dans sa pensée. Donc on peut lire des études qui suivent, on lit Philosophie de l'argent. Aucune ligne des études qui suivent n'est entendue au sens de l'économie politique. C'est dire que les phénomènes de valeur et d'achat, d'échange et de moyens d'échange, de formes de production et de biens de fortune, considérés d'un certain point de vue par l'économie politique, le sont ici d'un autre. Seul le fait que leur aspect tourne vers l'économie politique soit le plus intéressant pratiquement, le plus profondément travaillé, comme aussi le plus exactement présentable, seul ce fait a donc justifié le droit apparent de les envisager comme des réalités économiques. Je vais un peu vite, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est pas parce que c'est plus évident de parler de l'économie par les notions de l'économie politique qu'on est tenu de le faire. Hein? On peut parler d'économie par d'autres moyens, même si c'est moins évident. Le Geld, s'il s'agit de le voir comme ça, le Geld consiste en une façon d'affiner une pensée à partir d'un cas qui est l'argent, hein, eu égard à un carrefour optimal pour penser le rapport entre abstraction et empirie. Hein? La notion de Geld, d'argent, est au cœur de l'économie. Parce qu'en même temps qu'elle est la chose triviale qu'on a dans nos poches, qu'on utilise à tout moment, que tout le monde connaît, qu'on met continuellement sur le comptoir, qu'on cherche à obtenir, qu'on a en trop, qui suscite des jalousies, qui suscite des convoitises, qui est une affaire de survie, qui est une affaire même d'inconscient, en même temps que l'argent est cette chose absolument sensible, centrale et démystifiée, en même temps il s'agit d'un instrument renvoyant à un régime abstrait de l'évolution, de l'évaluation des choses, quoi. C'est-à-dire une façon de concevoir la valeur des choses d'une manière immatérielle. C'est ce qui l'intéresse, le Geld. Ce qui l'intéresse en le Geld, c'est ce carrefour. Une espèce de symbole. Et peut-être, je dirais très rapidement qu'il s'agit aussi d'un peu d'économie au sens de l'épargne. L'argent nous permet, j'en parlais tout à l'heure, mais de faire l'épargne de moments cognitifs. Et là, il parle de quand on va nouveau. D'accord. On va partir maintenant de l'autre bout, donc vraiment des théories économiques, pour voir comment aujourd'hui l'argent s'inscrit dans tout ça. Donc, quelles sont un peu les grandes fonctions généralement reconnues de l'argent dans les théories économiques?
C'est une grande question. Mais d'abord, je voudrais commencer par remercier les Pulls pour l'invitation. Et l'occasion de la discussion, là, on l'a vu, rien que dans le début, le plaisir qu'on a à être ici pour écouter l'un de nous. Notamment parce qu'en plus, on s'est vu une fois, donc on n'est pas des amis et tout ça. Et je ne pouvais pas refuser l'invitation parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui commence par vous offrir un livre, bah, c'est forcément quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Alors à l'époque, il m'avait donné un de ses premiers livres qui était Paul Martin et compagnie. Et donc, mais au-delà de la blague, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime beaucoup suivre les travaux et qui, à mon avis, apporte des choses importantes, autant par les travaux pour lesquels peut-être vous le connaissez davantage, autant que pour ses travaux sur Simmel. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que comme on a développé avec un collègue une collection qui s'appelle Vie économique, et alors dans l'ouvrage qu'on m'a envoyé gentiment, j'ai cherché vie économique, il faut absolument que je trouve un lien pour pouvoir enclencher la discussion. Mais évidemment, il y en a une. Et donc, il y a un lien intéressant et tout ça, et on va essayer de le développer par la suite. Par rapport à la pensée économique qu'on appellerait standard, en fait, si on veut faire un peu une généalogie, les économistes sont un peu comme les théologiens, là, ils reviennent au texte fondateur, et dans le cas, c'est pas la Bible, mais ou le Coran, ça va être Adam Smith et la richesse des nations, et à partir de cet ouvrage-là, qui était déjà un philosophe, là, il ne faut pas classer Adam Smith dans les économistes au sens qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on connaît les économistes aujourd'hui. Dans sa pensée, il y a deux grandes voies qui vont être prises par la discipline pour analyser la question de l'argent, qui est est-ce que c'est une marchandise, une richesse, et on peut l'accumuler, on peut l'utiliser pour faire des échanges, des transactions et autres. La troisième fonction qu'on reconnaît en général, c'est la fonction de numéraire. Ça veut dire le dollar que vous avez à la fin des 1000 dollars, bah, ça c'est un numéraire qui va permettre de faire tout un tas de calculs, comme on disait, et de faire des équivalents. Et dans cette tradition-là, qui est une tradition un peu marchandise, matériaux, Alain l'a très bien montré, disant l'argent, les gens le voyaient comme un minerai, et à mon avis, il a raison dans cette interprétation. Et avec un paradoxe qui va se développer dans cette tradition, c'est que l'argent, finalement, c'est neutre. C'est neutre, ça influence pas les désirs, les contraintes des gens. C'est un pur instrument pour faciliter la vie économique. Et finalement, ça ne transmet que la nature des relations économiques qui peuvent exister par ailleurs. Ça n'a pas d'effet réel. Et c'est un peu curieux aujourd'hui quand on dit ça, parce qu'évidemment, vu la taille des secteurs financiers, les existences de crise financière et tout ça, penser que l'argent c'est neutre, on a l'air fou. Mais bon, c'est pas la première fois que les économistes vont avoir l'air fous quand ils développent des idées. Mais ça, c'est la première tradition. Et la deuxième, c'est une tradition qui va être très différente, qui est de voir l'argent comme une relation de crédit et de dette, et dans lequel il va y avoir un créditeur, un débiteur, dans lequel on va être dans une relation qui est beaucoup plus complexe et qui introduit des formes de dépendance, des formes d'asymétrie, des formes de relations de pouvoir, et qui va être pris, cette tradition-là, les deux traditions existent encore aujourd'hui, et tout ça, on peut trouver tout un tas de travaux qui s'inspirent de ces deux traditions, et dans lesquels, finalement, la deuxième tradition de crédit et de dette, c'est de dire, attention, l'argent, c'est pas une marchandise, c'est un droit, ou un devoir, alors après, il va y avoir tout un tas d'éléments associés à des obligations, un droit, un devoir sur des relations autour des marchandises ou autour des relations sociales, quand on parle de l'emploi et d'autres enjeux comme ça. Dans la littérature économique, vraiment, c'est ces deux traditions dans lesquelles, finalement, ça m'a beaucoup intéressé les textes parce que Simmel, finalement, est un peu transversal à ces deux approches et, comme l'a très bien dit Alain Deneau, a une vision qui est directement transdisciplinaire, interdisciplinaire, dans laquelle il essaye de sortir des barrières qu'on met d'habitude dans les disciplines, et dans lesquelles après on peut analyser
des éléments de transformation de la société, transformation de la culture autour de ces questions d'argent, à partir de l'analyse des rapports qu'on a à l'argent et de la façon dont ça transforme les comportements individuels ou collectifs. D'accord. Vous parlez un peu du rôle de l'argent, que ça prend la forme d'une dette et d'une créance. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres fondements que l'efficacité du marché dans des économies comme les nôtres? Oui, il y a tout un tas de travaux qui s'intéressent au rôle notamment de l'État ou des pouvoirs politiques dans ce lien à l'argent et dans lesquels l'argent n'est pas juste un objet économique. Parce qu'il y a eu des époques dans l'histoire où, quand il n'y avait pas de transactions monétaires, on perdait un bras, une jambe, et que en cas de non-respect des obligations, et donc dans lesquels l'argent est venu répondre à une volonté de libération vis-à-vis d'un certain nombre d'obligations qui faisait qu'on pouvait avoir des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Donc il y a tout un tas d'autres éléments qui sont très intéressants à analyser quand on analyse la question de l'argent, pas juste une question d'efficacité. Et l'argent n'est absolument pas lié à l'existence, au fonctionnement des marchés, au sens commercial du terme. D'accord. Alors après, évidemment, le développement du système monétaire, du système financier a permis l'agrandissement des marchés, le transfert des marchandises, des activités économiques, le déplacement de ces activités sur différentes régions du globe. Mais le fondement de l'utilisation de l'argent n'est pas nécessairement à trouver dans le fonctionnement des marchés en tant que tel. D'accord. Vous parlez aussi d'un lien entre l'argent et la quasi-disparition de la notion d'épargne. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer là-dessus par rapport à l'épargne qu'on avait dans les années 50, 80 faut faire attention parce que alors, autant la notion d'argent est polysémique, autant la notion d'épargne va l'être aussi. Donc là-dessus, faut réussir à s'entendre en parlant de la même chose. C'est la notion d'épargne qui a été construite dans les années 50 autour du revenu, de la consommation et de ce qui n'était pas consommé pouvait être épargné. Et il y a tout un tas de transformations dans les années 80 qui expliquent que cette notion-là qui avait été construite notamment autour du développement des classes moyennes a disparu à partir des années 80 parce qu'il y a eu tout un tas de phénomènes qui ont conduit au fait que, notamment la carte de crédit qu'aujourd'hui on utilise très facilement, ont conduit au fait que ça a disparu. Mais dans l'œuvre de Simmel, ce n'est pas du tout ça auquel il fait référence. Il fait référence au fait que l'épargne, ça va être une épargne d'énergie, une économie dans laquelle on va pouvoir investir dans d'autres activités que simplement la question de l'argent. Mais là-dessus, je vais te parler à Alain Deneau parce que je crois être à la place du texte. D'accord. Parlez-nous un peu justement de cette notion d'économie, d'énergie, C'est-à-dire que sans... moins que moi, Simmel n'est pas polémique avec l'économie politique ou les économistes. J'ai voulu, dans la présentation du livre, vraiment respecter cette façon qu'il a simplement de ne pas faire d'économie politique, sans polémique. Et sans être non plus complémentaire, simplement en doublant, si on veut, ce champ-là et en allant tous azimuts dans d'autres disciplines. Donc il ne s'agit pas d'un rapport de contestation. Néanmoins, sans qu'il s'agisse de se positionner par rapport à elle, il présente très clairement l'argent comme ne relevant pas de la rationalité, comme ne relevant pas de théorie, comme étant au contraire le moyen de faire l'économie de la rationalité, de faire l'économie de la théorie, de faire l'économie de toute une série de considérations qui sont au fond invérifiables. C'est comme si l'argent servait moins, du point de vue de Simmel, à commensurer, à mesurer l'ensemble,
qu'à se satisfaire de l'incommensurable. Présente l'argent comme étant davantage déiste. Hein, c'est une sorte de principe, on y reviendra, mais principe divin, qui relève d'une histoire théologique. Hein. Sans la théologie, il n'y aurait pas l'argent, il en est convaincu, et qui relève d'une forme de croyance. Je pense qu'en économie, on parlerait plus de confiance, mais on est vraiment dans le même régime. Un régime de croyance qui consiste à s'en référer, s'en remettre à un certain nombre de conventions, de symboles, d'objets qui sont pratiquement évanescents, pour arriver à des fins dont le processus précisément nous échappe. Hein? Donc ce serait tout le contraire d'une présomption à la science. Au fond, pour le dire rapidement, parce que ça se déroule sur des pages et des pages avec ces phrases emboîtées dont je parlais, l'économie serait, c'est moi qui parle, c'est pas lui évidemment, c'est un anachronisme que je fais, mais l'argent serait notre plus vieil ordinateur. C'est-à-dire que par lui, on arrive à assurer dans notre esprit, pas vraiment, mais à un moment donné ça se répercutera dans un réel social, mais dans notre esprit à assurer la comparabilité, la compatibilité et la comptabilité d'éléments hétérogènes entre eux. Comment voulez-vous, sans argent, mettre en relation simplement ce qu'il y a sur cette table? Un stylo, un verre, un livre, une nappe. Ben, l'argent va vous fusionner tout ça. Mais sans que vraiment l'esprit dans l'affaire participe. C'est-à-dire que par des conventions, par une sorte de distraction. On pourrait même à la Derrida ou à la Heidegger mettre un trait d'union quelque part, là. Dans une sorte de distraction. Là, on a une façon d'arriver à un résultat par ce média de l'argent qui fait l'économie de l'opération. Parce qu'au fond, quand on se dit, oui, bien sûr, le verre vaut tant, le livre vaut tant, la nappe vaut tant, on passe par la valeur monétaire pour éviter d'avoir à se demander, mais pourquoi il y a ce rapport-là et pas un autre? Bon, et c'est là où il y a une opération sur un plan psychique et cognitif à tout le moins, si ce n'est pas d'autre nature, une opération économique au sens d'une épargne d'énergie, une épargne psychique. Et à un moment donné, il y a une thèse économique qui est de l'économie vulgaire, hein, puis Simmel n'en est pas dupe. Il lance une thèse économique pour montrer qu'une théorie économique n'est pas vouée à fonctionner, elle est vouée à déjouer l'esprit. Il va dire, le prix d'un objet par correspondance équivaut au prorata de ce que vaut l'objet par rapport au prix quant à l'ensemble des objets commerciaux du monde liés à la masse monétaire. C'est comme si, en prenant ce verre-là et en considérant son prix, on soustrayait d'une part de l'ensemble des objets commerciaux et envisageables dans le monde et de l'ensemble de la masse monétaire, chaque élément comme si, que scientifique, pour arriver à des fins qui nous permettent de faire l'économie de palabres, qui en finirait plus. Imaginer quelqu'un qui rentre dans cette librairie, qui prend le livre Olga, là, et qui s'en va, les généreux libraires de la librairie du quartier qui nous invitent aujourd'hui, courent dehors pour dire « Monsieur ou Madame, vous n'avez pas réglé ». L'un des personnes dit « Oui, mais j'ai fait à manger à mes amis hier, là, je ne les ai pas facturés, ça vous vient un peu la même chose. » C'est la guerre civile en une semaine. Bon, et l'argent permet de lubrifier des rapports, non pas parce qu'il se repose sur une rationalité ou sur une scientificité, mais parce qu'il nous permet de faire l'économie de ce moment-là. D'accord. Vous l'entendez de la même manière? Oui, dans beaucoup de travaux de théorie économique, il y en a beaucoup qui ont abandonné la question parce que trop compliquée. Mais pour ceux qui s'y intéressent, évidemment que ce que dit Alain Deneau est tout à fait contemporain des travaux. Ça veut dire c'est des modèles mathématiques très compliqués pour arriver à la même résultat, qui est de dire il faut que tout le monde croit dans le signe. Et à partir du moment où tout le monde y croit, les gens vont l'utiliser et de fait, ça va devenir le moyen d'échange, le moyen d'épargne et la façon de valoriser les différentes activités. Donc c'est exactement ça auquel on arrive aujourd'hui quand on veut partir de l'idée qu'il y aurait un fondement de sciences économiques à la question de l'argent. On est obligé de présupposer qu'il y a quelque chose en haut qui fait que tout le monde y croit. D'accord.
Bon, c'est pas très long. J'ajouterais rapidement qu'à l'époque où Simmel écrit, l'économie est une notion qui existe d'emblée dans plusieurs disciplines. Les sciences économiques n'ont pas encore tout à fait accompli leur mainmise hégémonique sur le lexique, le corpus référentiel de l'économie. Et on reconnaît bien l'espèce de structure fondamentale de ce qu'on appelait, et qu'on continue d'appeler en théologie, l'économie également, qui est une réflexion sur les rapports de dépendance réciproque entre le référent religieux et les médias contingents qui en rendent compte. Hein, les figures religieuses n'ont pas de sens s'il n'y a pas un Dieu qui les autorise ou qui leur confère un sens, mais il n'y a pas de Dieu si on ne passe pas par ces figures-là. Et ça, c'est l'économie en théologie. Et on n'est pas loin d'un schème mental analogue quand vient-on parler de l'argent. On parle de cette économie d'énergie que facilite finalement l'argent. Maintenant, même si on parle de l'argent comme moyen, c'est un moyen qui n'est pas neutre. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer sur justement comment Simmel traite de cette non-neutralité de l'argent? Pas un cas appliqué là. Paradis fiscaux. Oui, bon. Voilà. Je peux parler parce qu'on avait plus ou moins canne. Oui. S'il s'agit parce que, bon, en discutant un peu préalablement, Frédéric Hanin s'était demandé quel lien peut y avoir entre Simmel et les paradis fiscaux, et c'est vrai que si on feuillette le livre, on ne trouvera pas vraiment trace de la Barbade. D'abord, Simmel est un auteur très exigeant. Et la plupart des universitaires qui veulent aller vite, je ne dis pas que les universitaires veulent aller vite, mais parmi eux, ceux qui veulent aller vite, vont très souvent dire « Oh, il ne comprend rien, c'est impressionniste, un essayiste, ça rime à rien ». Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas chez lui quelque chose de dispositif théorique, conceptuel, habituel dans un discours. D'ailleurs, les traductrices et les traducteurs de Simmel s'arrachent les cheveux, la preuve. Bon, parce que très souvent, pour parler d'une même chose, il fera le contraire de ce qu'on attend d'un philosophe, c'est-à-dire qu'il va continuellement varier le vocabulaire. Vous lirez simplement pour en avoir un témoignage, la note de la traductrice du petit essai « Le pauvre » d'Erasme, qui a été traduit à tort par « les pauvres » au masculin, au singulier. Et le pauvre, c'est à chaque fois que Simmel parle de la pauvreté, il change de mot. Il va dire l'indigence, la pauvreté, le manque. Et on se dit, mais où est le concept? Et précisément, il ne veut pas qu'il y en ait, il veut déjouer la lecture. Il y a comme toujours une inadéquation entre le concept et la chose pour justement, par souci d'économie, faire en sorte qu'il y ait toujours une sorte de circularité entre les notions et la chose, qu'on ne soit jamais dans l'illusion, en quelque sorte, de recouvrir le territoire par la carte. Il n'y a pas cette espèce de coïncidence qui est attendue. Et donc, s'il s'agit... Bon, et comme beaucoup d'auteurs, je me suis intéressé à Simmel après coup. Enfin, j'ai eu un rapport de lecture à Simmel qui est un rapport finalement d'influence plus que de disciple. Beaucoup d'auteurs au XXe siècle ont lu Simmel. C'est clair que Lukács, Heidegger, Adorno, peut-être Gilles Deleuze et d'autres auteurs, très certainement des psychanalystes, Hannah Arendt, et plusieurs auteurs ont lu Simmel, mais ne peuvent pas l'appliquer. Comme on peut appliquer Freud, comme on peut appliquer Marx, comme on peut même bon, je veux dire, un peu comme il est aussi difficile à manœuvrer que Nietzsche, par exemple.
Bon, ben, on ne peut pas tout à fait appliquer Nietzsche comme ça en disant, ben là, il y a des concepts opérationnels, voilà, ils sont heuristiques, là, on peut les décoder le réel. Non, il s'agit plutôt d'une impulsion. Et pourquoi? Parce que Simmel pense par analogie. C'est ça, si on ne comprend pas ça, on est vraiment perdu, on passe un sale moment. Mais il pense par analogie. Et les auteurs pressés vont prendre Simmel n'importe où, comme ça. Ah oui, il dit ceci, ah oui, c'est bon, je vais le citer, il a dit ça, c'est lui qui l'a dit, vous voyez, c'est écrit. Mais c'est pas ça du tout. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui n'est pas dans les caractères, c'est l'espace qui l'intéresse entre les idées. Parce qu'il pense par analogie. S'il pense, par exemple, à la notion d'échange, il ne va pas nous dire une fois pour toutes, voilà ma théorie de l'échange, voilà mon concept, voilà les champs d'application, voilà les modes, la méthode, non. Il va parler de l'échange sur le mode de la correspondance épistolaire, c'est un type d'échange. Ensuite, il va développer la notion d'échange de bons procédés. Après ça, d'une manière plus sensuelle et érotique, il pensera d'échange de baisers, et ainsi de suite. Ensuite, on passera au commerce, l'échange de marchandises. Et ensuite, un peu plus tard, il sera question des passes d'armes, de ce type d'échange. Et à travers tout ça, il se dégage une notion, un concept d'échange qu'il n'assume pas et qui est l'affaire du lectorat. Et le lectorat a en quelque sorte à développer une compréhension dans le vide, dans les interstices des idées. Et du coup, pour ma part, c'est ce que j'ai voulu faire avec les paradis fiscaux. C'est-à-dire que je n'ai pas cité Simmel, je l'ai cité un petit peu parce qu'on me dit il y a quelque chose de pertinent sur la ligne entre l'intimité administrative et ce qui est d'ordre public pour un gouvernement. Donc il y a une sorte de politique de la frontière entre ce qui ressort de sa vie privée et ce qui ressort d'une appartenance publique au monde administratif, mais c'est assez anecdotique du point de vue de l'œuvre de Simmel. Mais d'une manière plus large, moi ce qui m'a intéressé quant à la question des paradis fiscaux, c'est d'être simmelien. De la même manière que sur le Canada, ce qui m'intéresse, c'est d'être marxiste. C'est de pas, ça ne m'intéresse pas, moi, de faire une sorte d'herméneutique infinie sur la baisse tendancielle du taux de profit et me chicaner avec plein de marxistes dans le monde, mais de me dire, mais qu'est-ce que Marx dirait du Canada aujourd'hui? Qu'est-ce que Simmel dirait des paradis fiscaux? En quoi ces auteurs-là nous insufflent une approche? Et ce qui est intéressant avec Simmel, c'est justement cette façon qu'il a, de manière intrinsèque à son travail, de se montrer interdisciplinaire. Donc si on s'intéresse aux paradis fiscaux et qu'on a cette approche et cette culture philosophique qui fait d'une formation, bien entendu, on commence par lire des textes de droit, des écrits de sciences politiques, des ouvrages dits d'économie, un peu de sociologie peut-être éventuellement. Mais c'était très intéressant ensuite quand on lit des rapports produits par des syndicats dans le domaine du transport maritime, par exemple, quant à des professions comme marin, docker, ainsi de suite, de lire des romans. Ce que Balzac écrit sur le secret, moi, m'a énormément éclairé sur la notion de secret bancaire. L'histoire des 13. La fille aux yeux d'or. Il est question des paradis fiscaux beaucoup plus que dans tellement de rapports. Le cinéma. Comment les réalisateurs... j'ai fait un petit film, c'est Alexandre Gingras, en ma compagnie, a fait un film qui s'intitule « Je ne savais pas que je savais ». En anglais, c'est « Didn't you know you knew ». Et c'est sur toutes les séquences qu'on a pu trouver de films d'Hollywood où il est question des paradis fiscaux. Et on n'a pas trafiqué quoi que ce soit. On les a repris tels quels, c'est seulement bien monté par Alexandre Gingras. Et il s'agit de voir comment les réalisateurs nous font voir ce qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire la réalité opaque des paradis fiscaux. Et c'est très instructif. Psychanalyse, philosophie et le reste. Et évidemment, la somme de toutes ces lectures, de ces considérations, n'équivaut pas simplement aux parties additionnées. Non, mais il s'en dégage une pensée sur les paradis fiscaux qui fait d'eux des concepts. Comme Simmel a été capable de faire d'un vase un concept, d'un pont un concept, de la coquetterie un concept. Et on fait un concept d'une chose qu'on a tellement, en quelque sorte, investi intellectuellement, je dirais, et d'autres manières, qu'on en fait, là en l'occurrence, le concept d'une duplicité qui est celle du capitalisme contemporain. Simmel reprend un dicton dans lequel il parle de l'argent comme le dieu de notre temps, déjà à son époque, donc il y a plus d'un siècle.
Qu'est-ce qu'il entend par là exactement? Comment vous percevez ça? Ouais, ce serait intéressant de voir, je suis curieux de voir comment on croise Oui. nos approches sur... Ben, pour Zimmel, ça, j'ai beaucoup insisté dans l'introduction du livre et dans la présentation générale, et à le relire là, je ne dis pas que je le regrettais un peu, mais disons que j'ai forcément mis de côté un certain nombre de choses en faisant cela. Mais néanmoins, c'est transversal à tous ses écrits. Pour lui, le problème de l'argent, ça peut devenir un vrai problème au sens politique, éthique, et ainsi de suite, mais au départ, c'est simplement une problématique. C'est pas nécessairement connoté comme négativement. Mais le problème de l'argent, c'est que c'est un moyen tellement efficace pour arriver à ses fins qu'il devient une fin lui-même. Hein, ça devient un méta-moyen. Hein, c'est-à-dire que, je reviens à mon histoire de livre, hein, quelqu'un tient absolument à se procurer Olga. Bon, et cette personne entre ici, elle n'a pas d'argent, elle veut Olga. Il faut ruser pour sortir d'ici avec Olga quand on n'a pas d'argent. Il en faut des moyens. Séduction, promesses, laver la vaisselle, je ne sais pas quoi. Et là, à un moment donné, peut-être, mais vous voyez l'énergie qui est mise en œuvre pour arriver à ses fins. Bon, l'argent règle ça tout de suite. On met quelques pièces sur le comptoir et on a en quelque sorte levé l'obstacle. On a franchi l'écart qui nous séparait du bien commercial. Et donc, le fait que l'argent soit un moyen efficace au possible en fait une sorte de source du pouvoir. Et c'est ce que Zimmel appelle la Erhebung. Vous verrez qu'il fait un petit clin d'œil à Hegel, là. C'est la Erhebung. C'est-à-dire une ascension du sens dans le symbole de l'argent qui est complètement perverse. C'est que l'argent n'est plus ce par quoi on arrive à des fins qui traduit les faits de valeur entre eux, ça devient la source même de la valeur. Ce pourquoi on déploie toute stratégie désormais, parce que quand on a cette valeur-là, on peut arriver à toute chose, mais ce par quoi aussi on devient malade. Et l'argent rend cela malade pathologiquement. Et là, il développe, et là j'arrête là, mais il développe toute une galerie de malades mentaux. C'est-à-dire le cynique, le blasé, le cupide, le dilapidateur, qui sont... et le blasé est un personnage assez intéressant, mais le cynique est simplement son correspondant. Le blasé, c'est celui qui déprime complètement parce que sa vie est devenue totalement insignifiante. Je veux dire, chaque jour, il est à une caisse lui-même à vendre des objets, il a une petite paye, puis il prend sa paye, puis il va acheter des choses en mettant à son tour des pièces de monnaie sur un comptoir, et il n'y a plus de vie. D'accord. Bon. Okay. Avez-vous l'impression, vous aussi, Frédéric, Anna, que le système de l'argent a modifié les comportements sociaux vers un comportement plus économique et on a les conséquences dans le domaine de l'emploi, par exemple? On parlait de gagner sa vie. Moi, c'est pour ça que je trouve que la lecture, même si... après, il y a un choix dans la vie, ça veut dire vous passez par les 600 pages ou vous commencez par les essais qui sont présentés ici, c'est ça. Mais c'est évidemment intéressant au moins de se confronter à cette œuvre-là, parce que sur la dimension de culture, et donc moi je l'ai plus lu comme une idée d'un phénomène de société au travers de ces différentes dimensions. Et ça, c'est évidemment pas possible d'avoir ces approches-là dans une approche purement économique, économiste au sens de la discipline. Et donc, évidemment que ça a des éléments d'influence énormes sur les comportements. Et en même temps, il y a un aspect aussi intéressant qui est que ça génère aussi des formes de hiérarchie, donc des formes de priorité, donc des formes de domination, de dépendance, ou au contraire d'autonomie. Alors la question de la liberté est plus compliquée là, mais au moins dans cette approche-là, ça transforme des éléments de relations sociales qui font que l'argent devient, comme on disait, une fin en soi, parce qu'on est pris dans des relations dans lesquelles il faut absolument obtenir cet argent-là pour pouvoir continuer soit à créer d'autres relations, soit à sortir de la relation précédente. Et donc, ça, c'est des aspects qui sont tout à fait intéressants chez Zimmel sur cette généralisation.
et qu'on va retrouver après dans beaucoup d'autres travaux, aujourd'hui, de façon plus contemporaine sur ce qu'on a appelé, ce que nous on a étudié autour de la financiarisation, qui était cette même idée finalement, qui était de dire aujourd'hui l'argent s'est transformé en finance, et c'est autour des relations financières que se recréent des formes de hiérarchie, ces formes de dépendance, ces formes d'obligations et de droits. Et donc, ce que les chercheurs dans la littérature appellent la financiarisation. Mais comme toujours, c'est un mauvais mot qui a été créé pour essayer d'expliquer quelque chose qu'on ne comprenait pas. Donc, c'est normal, dans un certain sens, un peu... C'est quoi le bon mot Ben, c'est bien la question. C'est qu'en même temps, quand on essaye d'analyser des phénomènes de société et qu'on est nous-mêmes dans ces transformations-là, penser qu'on va pouvoir avoir le recul pour dire qu'on est capable de les nommer a priori, c'est difficile. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'expliquait Alain sur la question de l'analogie, le fait d'essayer de passer par différentes formes d'observation, différents exemples et tout ça. C'est exactement le travail du chercheur qui est face à une transformation sociale, à un changement culturel, et qui essaye quelque part de l'appréhender. Et donc vient après la question de savoir est-ce qu'on en fait des concepts, des théories et tout ça. Mais au départ, il faut bien réussir à essayer de comprendre la nature de ces transformations-là. Et dire qu'on est dans une transformation culturelle, c'est quand même une grosse idée. Après, il va falloir le montrer. Donc c'est pour ça que ces formes-là qui ont un peu disparu des méthodes du monde de la recherche, du monde de l'enquête, elles sont quand même très utiles pour affronter des phénomènes nouveaux qu'au départ, on n'est pas capable de catégoriser de façon très simple. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé que la lecture des essais qui étaient là était vraiment intéressante, même en termes de formation intellectuelle. D'accord, pas juste ça oblige à une remise en question. Voilà, c'est ça, de se dire faites attention, quand vous êtes dans une discipline, c'est très confortable, c'est très rassurant, tout ça, il y a plein d'avantages à avoir une approche disciplinaire. Et le gros écueil, une grosse économie d'énergie. C'est ça. Le gros écueil, par contre, c'est qu'on risque de passer à côté d'un élément comme celui qui est décrit autour de la question de l'argent et du fait que c'est une transformation culturelle que Simmel observe à son époque et dans lesquelles il voit, comme d'autres auteurs, il n'est pas tout seul, il voit la société se transformer autour de ces questions-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, Simmel parle beaucoup de la liberté et définit l'argent, notamment dans l'argent dans la culture. Là, il parle d'un nouveau rapport entre la liberté et l'attachement. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'il entend exactement par la liberté que procure ou qu'entrave l'argent? Là, tu vas avoir besoin de 3 heures. Ouais, je vais faire très court. Oui, mais l'un ou l'autre. Mais non, déjà, je profite de mon hésitation pour souligner toute l'appréciation que j'ai envers les presses de l'Université Laval, André Barry, l'équipe des Pulls. Vraiment, merci, c'est super parce que c'est vraiment un livre qui peut faire œuvre utile, je pense. Indépendamment de mon parti pris personnel, là, parce que philosophie de l'argent c'est une sorte de carrefour absolument étourdissant et il est intéressant d'avoir dans des textes courts, dans le recueil il y a 3 textes qui se lisent très facilement, il y a 2 textes qui sont des casse-têtes, ils sont identifiés comme tels, là vous avez des signaux comme quoi, attention. Mais qui permettent en fait de saisir ce qui en est d'une pensée très complexe, mais en même temps très agréable. C'est pas non plus une complexité liée à des niveaux d'abstraction, mais plutôt à une composition. Et voilà, je voulais le souligner.